Euh, donc, je vais prendre la suite. On a vu le traitement médical. Maintenant, on va parler du traitement chirurgical. Je vous en parle tous les ans. Vous allez vous dire que je suis monomaniaque, mais j'ai essayé de faire une présentation un petit peu plus pratique parce que très souvent, en fait, quand j'interagis avec des kinés qui me contactent, le primum movens, c'est de comprendre les indications. C'est quoi les indications d'adresser à un malade, à un chirurgien pour une instabilité latérale de cheville? Dans un premier temps, il faut comprendre ce que c'est que l'instabilité chronique. Donc l'instabilité, Brice vous en a parlé. Ça peut être bon, des entorses, ça c'est assez facile, mais ça peut être aussi des giving way, le fait que le patient se plaigne de dérobement en varus de sa cheville, même si ça ne l'empêche pas de terminer sa pratique sportive. Ça peut être aussi de l'appréhension avec éventuellement une perte de performance, mais également une stagnation des scores cliniques. Brice vous en a parlé, le QuickFam peut être un bon outil. Et certains auteurs, c'est plus discuté, peuvent parler de douleurs liées à l'instabilité, comme on peut le voir dans l'instabilité douloureuse antérieure de l'épaule. Euh, le patient qu'on adresse à un chirurgien, c'est un patient quand même à qui on a déjà rééduqué sa cheville. En effet, une chirurgie, ça ne s'envisage pas avant au moins un échec d'un traitement rééducatif. Les critères de retour au sport, vous le savez, vous pouvez utiliser l'Ankle Go pour vous aider. Même si, comme vous le savez, on est sorti des critères time-based, j'attire quand même à nouveau votre attention sur les résultats qu'on avait obtenus sur la deuxième étude qu'on avait menée sur l'Ankle Go. Vous voyez ici les résultats de l'Ankle Go des patients qui avaient été rééduqués pendant 4 mois après une entorse latérale de cheville. 4 mois, hein, ça paraît absolument énorme. Et pour autant, même quand on prend la population la plus favorable, à savoir celle qui avait pu reprendre le sport au même niveau, on ne retrouve pas des scores d'Ankle Go comme une population saine. Donc même après 4 mois, des déficits persistent chez les patients. Donc attention à prévenir des retours au sport trop rapides. Le port d'un strapping ou d'une attelle peut être intéressant, même si, comme je vous en ai parlé dans l'opening de ce congrès, ça a plutôt tendance à améliorer le côté psychologique pour nos patients plus que le véritable score fonctionnel. Ensuite, je vais essayer de donner l'accent un petit peu là-dessus dans cette présentation, il y a la question de l'évaluation ligamentaire. Et ça, c'est vraiment important. Pour moi, l'enjeu majeur, c'est vraiment la rupture du ligament calcanéo-fibulaire. Vous voyez cette étude anatomique où là, vous avez un talar tilt, donc l'effet de tenter de tordre la cheville pour mettre en tension le ligament calcanéo-fibulaire. Là, vous voyez une cheville avec, euh, avec la fibula qui est là et le talus qui est là. Vous voyez les deux faisceaux du ligament talofibulaire antérieur qui sont ici continus. Ici, on a coupé le faisceau le plus supérieur du ligament talofibulaire antérieur. Donc la cheville, elle est à l'envers, hein, elle est dans la même position que la photo plus haut. Donc là, on a coupé le faisceau superficiel du LTFA. Là, on a coupé tout le LTFA. Vous voyez qu'on commence à avoir un léger talar tilt, mais c'est vraiment léger. Et quand on coupe le ligament calcanéo-fibulaire, tout de suite, là, on a une laxité qui se majore de façon franche. Et donc, on va avoir des patients qui forcément vont avoir beaucoup plus de mal à stabiliser leur cheville, même avec une rééducation bien menée. Ça, dans la pratique, comment vous allez pouvoir le tester? Je vous encourage à installer vos patients sur le ventre. C'est vraiment la position la plus simple. Votre patient, il est confortable, vous l'êtes aussi, parce que du coup, la cheville, elle monte en hauteur. Vous ne vous cassez pas le dos quand vous l'examinez. Ça détend la chaîne postérieure, donc ça va être plus facile de l'examiner. Et donc, vous allez vous mettre comme ceci, et vous allez mettre vos pouces. Vous voyez, vous allez tester le ligament calcanéo-fibulaire. Je vous en fais le trajet ici qui est tendu entre la fibula et le calcanéum. On met les deux pouces juste en dessous de la malléole latérale et on va essayer d'imprimer le talar tilt avec une chaîne postérieure, vous voyez, qui est bien détendue parce que le patient est en décubitus ventral. On essaye de pousser la cheville comme ceci. Et là, vous voyez, il n'y a pas du tout de décoaptation sur cette cheville où le ligament calcanéo-fibulaire est continu. Il n'y a pas du tout le sentiment d'arrêt dur comme on peut avoir dans un genou pour le patient. Vous pouvez éventuellement lui montrer avec un miroir et vous voyez l'autre côté où un ligament calcanéo-fibulaire est rompu.
voyez, on a un talar tilt, vous voyez. Mais vous voyez que ça, c'est très, très, très facile à examiner. C'est absolument indolore pour le patient. Et vous voyez, j'en discutais avec Brice un peu plus tôt ce matin, qui me disait qu'il avait vu des étudiants avec une consigne de tester le malade de façon assez rapide. Ça ne nécessite pas du tout de rapidité ce test, hein. Vous pouvez le faire très lentement et vous allez vraiment sentir, hein, cette décoaptation par opposition au côté contralatéral. Vous voyez qu'il ne s'ouvre pas du tout. Donc ça, c'est vraiment un test facile à examiner sur le ventre. Concernant la préparation à la chirurgie, Brice a commencé à vous en parler. Un enjeu majeur de tous les traumatismes de cheville, c'est comme l'extension dans le genou, c'est vraiment la flexion dorsale. Il faut récupérer la flexion dorsale chez vos patients en post-opératoire, en post-entorse, en préopératoire. C'est toujours l'enjeu majeur. Moi, je me sers, je sais qu'en plus il est là, donc, mais il n'est pas sponsor, rassurez-vous, de ce petit tapis là qui est le Weight Bearing Lunge Mat. Ça permet de mesurer de façon excessivement reproductible la distance entre l'hallux de votre patient et le mur. C'est un exercice qu'il pourra faire lui chez vous, chez lui facilement. Donc c'est vraiment facile et reproductible. Il faut que la cheville soit indolore et sèche, un peu comme un genou. Le moins d'AMI ou d'inhibition musculaire, principalement sur les fibulaires et le triceps, et éventuellement un ankle go en préopératoire. Ça, je remercie d'ailleurs Pierre Wagner et Ronnie de m'avoir transmis leurs résultats. C'est une étude qui est soumise, non publiée, et qui est vraiment hyper intéressante à mon sens. C'est 300 patients à 5 ans de suivi, donc c'est vraiment une série énormissime, de très loin la plus grosse série de la littérature, sur les résultats de la ligamentoplastie anatomique chez les instables chroniques. Voilà ce qu'on retrouve globalement dans la série de Ronnie, c'est que à 5 ans de recul, le CIT, donc le Cumberland Ankle Instability Tool, moyen de la population est à 24, ce qui peut paraître bien, mais en fait, du coup, ce que ça nous dit, c'est que ça permettait d'avoir un CIT au-dessus de 24, donc globalement de classifier le patient comme stable en post-opératoire dans 65% des cas. Donc, ce n'est pas la totalité des patients qu'on arrive à rendre stable selon ce critère de CAIT au-dessus de 24 par cette chirurgie. Quand on regarde par contre les critères assez classiques des séries chirurgicales, on est plutôt rassuré, 90% de satisfaction, simple ankle value à 85%, des scores femmes qui sont très favorables et surtout des taux de retour au sport, vous voyez, de 90% à 5 ans, dont 75% au même niveau, ce qui, quand vous connaissez les résultats de la chirurgie de stabilisation articulaire dans les autres articulations, que ce soit l'épaule ou le genou, paraît excessivement favorable. Là, vous voyez le talar tilt en préopératoire, le talar tilt en post-opératoire. Ce qui est très intéressant, et c'est aussi une faute de notre part chirurgien, c'est que quand on prend cette série, ce que ça nous apprend, c'est que le fait de classifier les patients comme stables ou instables avec le CIT, globalement, ça nous permet de discriminer de façon très claire si les patients vont bien ou pas. Donc globalement, il faut probablement que les séries chirurgicales utilisent plus ce critère. Quand on regarde les patients qui ont un CIT au-dessus de 24, bah, globalement, ils sont plus satisfaits, ils ont des SAV qui sont de meilleure qualité, plus de retour au sport, au même niveau. Donc ce CIT, et c'est un score que moi j'utilise au quotidien, qui est vraiment spécifique de l'instabilité de cheville, il faut s'en servir que ce soit dans les traitements médicaux ou dans les traitements chirurgicaux. L'autre chose hyper intéressante de cette série, parce que grosse population, donc grosse puissance statistique, globalement, ce qu'on retrouvait, c'était que le fait d'avoir plus de 10 entorses avant la chirurgie, c'était un critère hyper important du devenir de cette chirurgie. C'est-à-dire que si les patients avaient eu plus de 10 entorses avant leur chirurgie, il y avait 2 fois plus de chances qu'on n'arrive pas à contrôler leur CAIT en post-opératoire. Donc probablement que c'est ce dont parlait Brice, c'est-à-dire que les petites bulles de Hertel, et ben en fait, elles se mettent à clignoter de partout, 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 et même avec la chirurgie, on ne va pas arriver à tout contrôler, et donc il ne faut pas laisser les patients s'installer dans cette instabilité chronique, on va dire, dépassée. Autre papier intéressant sorti cette année qu'on a fait avec la Fédération française de basket,
et on les en remercie. On a fait passer des ankle go en pré-saison à leur pôle à l'INSEP. Et globalement, c'est un papier qui est accepté là récemment dans la JSM. Ce qu'on a retrouvé, c'est que l'ankle go en pré-saison permettait de screener les patients qui allaient avoir un risque de développer une instabilité latérale de cheville pendant la saison à venir. Donc l'ankle go a montré, et c'est publié cette année, un intérêt dans le screening en pré-saison. Autre chose sur la chirurgie, on s'est intéressé à les résultats de la chirurgie, quel impact sur l'ankle go. 50 patients inclus récemment et un ankle go en préopératoire et à 5 mois post-opératoire. Globalement, il y avait une amélioration du score ankle go de façon globale, ce qui est plutôt rassurant. Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'il y avait une amélioration de l'ensemble des composantes à l'exclusion du figure of eight qui stagnait en post-opératoire. Et plus intéressant, parce que c'était une hantise de la chirurgie ligamentaire de cheville des années passées, pas d'enraidissement rapporté en flexion dorsale avec la composante antérieure du SEBT qui n'était pas diminuée en post-opératoire. Autre chose très intéressante, qui n'était pas rapporté jusqu'à maintenant dans la littérature et qui paraît assez logique quand on compare avec l'épaule et le genou, l'ankle go en préopératoire était un assez bon prédicteur de l'ankle go en post-opératoire. C'est-à-dire qu'il faut très probablement préparer les chevilles à cette chirurgie pour avoir de bons résultats en post-opératoire. Autre graphe intéressant, donc ça c'est sur notre série à nous. Ce qui est très intéressant, c'est qu'on voit que on a parlé des résultats du CAIT pour la série de Ronny. Ce qu'on voit, c'est qu'en fait, le CAIT, il augmente assez vite dans la population, ce qui est on va dire, une anomalie par rapport à l'épaule ou au genou. C'est-à-dire que les gens, à 3 mois, vous voyez que le CAIT de nos patients, il augmente drastiquement. Donc, il y a une augmentation très rapide en fait, de ce CAIT dans cette chirurgie de la cheville, avec une sensation de stabilité qui apparaît assez vite. Étude soumise et non publiée, mais qui, à mon avis, est très intéressante. 100 patients qu'on a inclus en prospectif avec des patients qui avaient un ligament calcanéo-fibulaire rompu, donc un talar tilt positif. On a fait une cohorte matchée où on a comparé un traitement rééducatif à un traitement chirurgical. Qu'est-ce qu'on peut proposer à nos patients? On les a matchés en fonction de l'âge, du sexe, de la durée de suivi, du type de sport et du niveau de pratique sportive. Donc, vous voyez, beaucoup de critères pour rendre les populations vraiment très comparables. Et globalement, ce qu'on retrouve, c'est que la chirurgie permet d'avoir un contrôle du CAIT 2 fois meilleur que la rééducation chez ces patients qui, je vous le rappelle, présentent des lésions ligamentaires graves avec une atteinte du LTFA et du LCF. Ce n'est pas pour toutes les entorses, c'est vraiment des patients présentant des entorses graves avec déjà une atteinte de 2 plans ligamentaires. Et une meilleure prévention des récidives, ça divisait par 3 le risque d'avoir une nouvelle entorse pour ces patients à 2 ans de suivi. Évidemment, il y a un mais, ça allongeait le délai de retour au sport de 3 mois en moyenne par rapport aux patients qui avaient été rééduqués. Par contre, ça permettait le même taux de retour au sport et la même qualité de retour au sport. En conclusion, les indications du coup de cette chirurgie, c'est un patient instable chronique avec un échec du traitement médical, une instabilité mécanique, c'est-à-dire une lésion ligamentaire objectivable lors de votre examen clinique, et une cheville qui est prête pour la chirurgie, je vous rappelle, avec une bonne flexion dorsale, une cheville qui est sèche et indolore à minima. Les résultats chirurgicaux, ils sont pérennes dans le temps avec cette série de Ronny qui va pas tarder à sortir, avec une amélioration fonctionnelle dans tous les secteurs de l'ankle go, pas d'enraidissement en flexion dorsale comme on a pu le voir avec les techniques historiques, 3 fois moins d'entorse, des gens 2 fois plus stables, mais un allongement du retour au sport de 3 mois. C'est ça qu'on peut proposer à nos patients quand il y a une atteinte du LTFA et du LCF. Je vous remercie.